se croisent les voies du Sahel, les vents de l'Atlantique, les héritages du monde noir et les aspirations de tout un continent. Parce que cette capitale ne dort jamais. Elle pense, elle débat, elle contredit, elle invente et réinvente. Dakar vit au rythme des grandes conversations africaines. Celles qui bousculent, celles qui libèrent, celles qui ouvrent des horizons que l'on croyait impossibles. Parce qu'après avoir accueilli les festivals mondiaux des arts nègres, après avoir fait vibrer le monde autour de la négritude et des humanités noires, Dakar offre à nouveau son hospitalité aux consciences insurgées, aux imaginaires politiques, aux luttes de dignité. Carrefour, une vigie. Un lieu où l'Afrique se regarde dans le miroir de son histoire et ose se rêver autrement. Et puis, Dakar, ce n'est pas seulement un espace géographique, c'est une mémoire, celle de Cheikh Anta Diop, qui restitue à l'Afrique la grandeur de sa civilisation. Celle d'Alioune Diop et de présence africaine, qui offrirent au monde une scène pour nos voix longtemps étouffées. Celle de Senghor, Césaire, Damas, mais aussi celle de la jeunesse contemporaine qui, dans les rues de cette ville, continue de réclamer justice, dignité et souveraineté. Dans ce contexte, il serait presque naturel que Fanon trouve ici un refuge et une résonance. Fanon a dialogué avec Senghor, avec Césaire, parfois pour critiquer, souvent pour éclairer. Il a interrogé la négritude non pas pour la renier, mais pour la pousser, la négritude, vers son point d'incandescence qu'est l'action. Il a vu dans la poésie un ferment d'insurrection, dans la culture un outil de lutte, dans la dignité une arme politique. Fanon fut martiniquais par naissance, français par contingence administrative, africain par lucidité, algérien par engagement. Et enfin, citoyen d'une humanité qu'il voulait reconstruire depuis ses ruines. Sa trajectoire est un archipel, des îles de mémoire reliées par une même quête de liberté. Oui, Fanon s'est fait algérien pour mieux se faire africain. Oui, il a planté son destin dans la terre du Maghreb pour que germe une liberté que l'Afrique entière attendait. Il a compris que l'Algérie n'était pas une périphérie de l'Afrique, mais son front avancé, son foyer de braise, le lieu où se jouait le destin de la décolonisation. Et si nous sommes ici, au Musée des civilisations noires, c'est parce que cet espace incarne ce que Fanon espérait. Une Afrique capable de dire son histoire, de nommer ses blessures, mais aussi de les guérir, d'inventer son avenir sans permission, sans tutelle, sans imitation. C'est à travers 3 visages essentiels que se déploie l'héritage de Fanon. Et c'est vers eux que nous allons maintenant nous tourner. Le colloque qui s'ouvre explore 3 dimensions essentielles de cet homme pluriel. Entrons d'abord dans l'œuvre de Fanon par sa première vocation, celle du psychiatre qui, par le soin, ouvre la voie de la désaliénation. Avant d'être l'auteur incandescent des damnés de la terre, Fanon fut d'abord un médecin debout, un médecin lucide, un médecin indocile. À Blida-Joinville, il n'a pas seulement soigné des corps, il a affronté des abîmes. Il a ouvert les dossiers de la souffrance coloniale, comme on ouvre un dossier d'instruction pour en révéler les preuves
les mécanismes, les complicités. Dans les couloirs de l'hôpital psychiatrique, il a vu ce que peu d'Européens voulaient admettre, que le colonialisme n'était pas seulement une administration, mais une pathologie, que la domination n'était pas seulement un système, mais un traumatisme, que l'oppression n'était pas seulement un rapport de force, mais une intrusion dans l'âme humaine. Il a regardé dans les yeux les ravages du racisme, ces blessures qui ne saignent pas, mais qui condamnent. Il a entendu les cauchemars du colonisé, ces nuits où l'on se débat contre une voix qui répète « Tu ne seras jamais ton propre maître ». Il a observé aussi par le sentiment de supériorité qu'il se raconte, incapable de vivre hors de la violence qu'il administre. Fanon l'a compris très tôt. Le colonialisme est une pathologie à double entrée. Elle aliène celui qui subit, et elle défigure celui qui domine. C'est pourquoi, pour Fanon, la libération n'est pas un événement politique, c'est un processus thérapeutique. C'est un travail de désintoxication mentale. C'est la rééducation d'un peuple blessé pour qu'il cesse enfin de douter de lui-même. Il écrivait avec une lucidité qui glace encore aujourd'hui. Fanon nous a appris qu'une indépendance qui ne libère pas les consciences n'est qu'un décor renouvelé. Tant que les structures mentales héritées du colonialisme demeurent, la souveraineté reste inachevée. Et regardons-nous en face, cela n'a jamais été aussi vrai. Car l'Afrique, malgré ses victoires, malgré ses indépendances, porte encore dans son inconscient collectif les cicatrices laissées par les siècles de domination. La peur de désobéir, la tentation de chercher la validation extérieure, la croyance que le savoir légitime est toujours celui qui vient d'ailleurs, comme disait Cheikh Anta Diop, la difficulté à rompre avec des institutions et des modèles qui ne furent jamais conçus pour notre dignité. Aujourd'hui encore, nous voyons combien la santé mentale, les traumatismes collectifs, les blessures invisibles du colonialisme et du néocolonialisme continuent de structurer nos destins. On parle souvent d'infrastructures sanitaires, d'hôpitaux, de plateaux techniques, et c'est indispensable, c'est vrai. Mais Fanon nous rappelle une vérité profonde. Un peuple n'avance pas uniquement avec des médicaments, il avance avec une âme guérie. Nous avons hérité de systèmes éducatifs qui dévalorisent nos langues. De systèmes politiques qui nous apprenaient à obéir plutôt qu'à créer. De systèmes économiques qui nous conditionnaient à dépendre plutôt qu'à produire. De systèmes symboliques qui nous invitaient à admirer ce que nous ne sommes pas. C'est pourquoi l'Afrique d'aujourd'hui n'a pas seulement besoin d'hôpitaux. Elle a besoin d'un vaste chantier de réparation psychique. Un chantier qui révalorise nos langues, qui honore nos cultures, qui libère nos imaginaires, qui soigne nos mémoires de leur silence forcé et qui permette à chaque Africain, à chaque Africaine, où qu'il vive dans le monde, de devenir un sujet de sa propre histoire. La désaliénation est une politique publique. La désaliénation est un projet national, continental même. Et la désaliénation est une condition de la souveraineté. Et si nous sommes fidèles à Fanon, alors nous devons comprendre que la plus grande bataille de notre époque n'est pas seulement une bataille économique ou institutionnelle. C'est une bataille pour la restauration de notre société collective. Vient le second du psychiatre engagé
Passons maintenant à Fanon, le politique. Celui qui pense la lutte, la rupture et la souveraineté comme les fondations de l'émancipation. Il a vu. L'issue est amère, c'est que beaucoup refusaient de voir et d'admettre que la fin des empires européens n'allait pas automatiquement ouvrir le règne des peuples africains. Que l'aube des indépendances pouvait être confisquée par ceux-là même qui se présentaient comme ses architectes. Il a vu la bourgeoisie nationale, cette élite formée dans les écoles coloniales, nourrie au réflexe du maître, devenir gestionnaire de l'ordre qu'elle prétendait combattre. Il l'a vu signer des accords léonais, reconduire les structures administratives et des hommes nouveaux dans des institutions anciennes. Fanon savait que cela ne suffirait jamais. Il avait compris que la décolonisation, si elle se contente d'un transfert de pouvoir administratif, peut devenir le masque souriant d'un continuum colonial. Et que la bourgeoisie nationale, au lieu d'être une force de libération, pouvait devenir ce que Fanon appelait sans détour une classe sans envergure, un relais administratif du colonialisme incapable de donner un souffle à l'indépendance, une classe bavarde, narcissique, imitatrice, fascinée par le confort du colon plus que par la souffrance du peuple. Permettez-moi de rappeler avec les mots mêmes du document qui guide ce colloque. Vos mots, les mots de Dakar, réfléchissant sur Fanon, le diagnostic implacable que l'on retrouve dans les axes préparatoires. Le recul du colonialisme dans l'Afrique des années 60 portait la promesse d'une reprise de l'humanité. Hélas, Fanon avait dû alerter sur la trahison de cette promesse par la bourgeoisie bureaucratique africaine. Cette phrase n'est pas une simple observation historique, c'est une alarme que Fanon avait fait retentir et qui continue de résonner aujourd'hui dans les rues de Dakar comme dans toutes les rues des villes africaines. Dans les révoltes des jeunesses ouest-africaines, dans les critiques des systèmes monétaires imposés, dans les colères populaires face aux projets d'alignement et de dépendance. Car oui, il avait raison. L'indépendance politique n'a pas suffi. Elle a ouvert une porte, mais elle n'a pas brisé les murs. Elle a hissé nos drapeaux, mais elle n'a pas libéré nos économies. Elle a donné une existence internationale à nos États, mais elle n'a pas garanti la souveraineté réelle de nos peuples. Les mécanismes de dépendance ont changé de forme, mais pas de nature. Le colon est parti, mais la dette est restée. L'administration coloniale s'est retirée, mais les accords inégaux sont demeurés. Les gouverneurs ont disparu, mais les injonctions des institutions financières internationales ont pris le relais. Les frontières ont été rompues, mais nos monnaies sont restées arrimées. La forme a changé, mais la structure jamais entièrement. C'est pourquoi le combat continue. Un combat politique, un combat intellectuel, mais surtout un combat moral. Celui de refuser que la liberté africaine soit concessionnée, que la souveraineté soit conditionnée, que la dignité soit marchandée. Et si Fanon nous parle encore avec une telle force, c'est parce qu'il nous a prévenus avant l'heure que la véritable trahison de l'indépendance ne viendrait pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Des élites qui renoncent, des dirigeants qui négocient au rabais, des États qui préfèrent reconduire le système plutôt que l'affronter. Aujourd'hui, alors que l'Afrique vit une nouvelle onde de révolte souverainiste, alors que des jeunesses entières refusent de reproduire les mêmes illusions, alors que des gouvernements, dont le nôtre, assument leurs responsabilités historiques,
remet en cause les dogmes hérités du passé, le message de Fanon retrouve une clarté foudroyante. Oui, il avait raison. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de détourner les yeux. Nous n'avons pas le droit d'être les nouveaux comptables de cette liberté sous tutelle. Nous n'avons pas le droit d'être les héritiers complaisants de cette trahison inaugurale. L'Afrique ne demande plus l'indépendance. Elle exige la souveraineté. Et cette souveraineté, Fanon nous l'a enseigné. Cette souveraineté n'est pas une proclamation, c'est une rupture. Vient alors le troisième visage de Fanon, celui de l'humaniste, celui de l'homme neuf. Fanon n'a jamais contemplé la violence non comme un idéal, mais comme une conséquence. Il a espéré ardemment l'avènement d'un homme neuf, délivré du complexe du colonisé comme du complexe du colonisateur. Cet homme nouveau, disait-il, ne se définit ni par la race, ni par la rancœur, ni par la revanche. Il se définit par la liberté retrouvée. Et surtout par cette phrase qui restera le fil conducteur du colloque, que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je le répète, ici pour la jeunesse africaine, vous êtes cette génération qui ne craint plus de regarder le monde en face et de lui répondre par ses propres mots, ses propres outils, ses propres rêves. À ce stade, une question cruciale se pose. Que faire de Fanon en 2025? Et quel appel à l'action cela adresse à nos sociétés? Il n'y a pas de pire trahison que de transformer Fanon en statue. Un Fanon figé, un Fanon de musée, un Fanon inoffensif. Non, Fanon n'est pas un monument. Il est un mandat. Et ce mandat nous oblige. Les axes du colloque le disent clairement. Il nous faut d'abord aborder la lutte pour la dignité. Ce front où se défait l'aliénation et où s'inventent les alternatives décolonisées. Les alternatives décoloniales. Il faut repenser nos langues, nos savoirs, nos imaginaires, rompre avec la dépendance culturelle et symbolique, rebâtir des institutions de savoir réellement africaines, réellement libres, penser le féminisme africain avec un espace d'invention politique, pas comme un emprunt, réhabiliter nos humanités noires, nos spiritualités, nos esthétiques, nos pensées. Vient ensuite l'analyse des sujets révolutionnaires et des contre-révolutionnaires qui tentent de freiner l'histoire. Fanon nous met face à une question centrale. Quelle force sociale porte aujourd'hui la transformation? La jeunesse, les travailleurs, les agriculteurs, cœur battant de la révolution, selon lui, les diasporas, les mouvements citoyens et surtout, quelle force cherche à maintenir la dépendance? Sa lecture de la bourgeoisie nationale reste, hélas, d'une actualité brûlante. Il nous faut à présent analyser la position de l'Afrique et de sa diaspora dans ce monde en profonde recomposition. Il nous faut à présent analyser cette position. Le colloque nous invite à penser une Afrique qui n'est plus un objet, mais un acteur stratégique. Une Afrique qui s'inscrit dans une configuration internationale où l'hégémonie occidentale vacille, où les BRICS redessinent les alliances, où les puissances se déplacent et où les institutions internationales sont elles-mêmes interrogées par de nouveaux rapports de force. Mais cette réflexion serait incomplète si nous oublions la diaspora africaine, cette 6e région de l'Union africaine. Et c'est peut-être une coïncidence heureuse que son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye ait décidé de consacrer une journée nationale de la diaspora dont la première édition s'est tenue aujourd'hui même.
Une diaspora qui n'est pas seulement une mémoire ou une communauté affective, c'est une force économique, culturelle et politique. Aujourd'hui, les transferts financiers de la diaspora dépassent largement l'aide publique au développement. Dans plusieurs pays africains, ils irriguent des millions de foyers, financent des projets, soutiennent l'entrepreneuriat local, stabilisent des économies fragiles. Dans les villes du monde entier, Paris, New York, Johannesburg, Abidjan, Londres et j'en passe, les jeunesses afrodescendantes portent une parole politique nouvelle, connectée, décomplexée, transnationale. Elles se mobilisent contre les violences policières, contre le racisme systématique, contre les discriminations économiques. Elles produisent des savoirs Avant-hier, j'ai eu l'honneur de dîner avec Madame la vice-présidente de la Colombie, première personne afrodescendante à atteindre ce niveau de responsabilité. Et dans nos échanges, j'ai pu apprécier la profondeur de l'engagement de Madame la vice-présidente sur les questions mémorielles et même sur la question de la réparation. Pour beaucoup d'élites africaines, c'est un crime, voire un péché, de penser ainsi, à fortiori de parler de ces questions. Je voudrais rendre hommage à cette brave dame, malgré les pressions qu'elle subit chez elle, et voire même les menaces. La diaspora, c'est aussi un espace stratégique des ingénieurs, des chercheurs, des artistes, des médecins, des entrepreneurs qui constituent un capital intellectuel majeur. La révolution numérique africaine doit beaucoup à ces femmes et ces hommes installés un peu partout dans le monde, qui réinvestissent leurs compétences dans l'innovation africaine, dans les fintech, les réseaux éducatifs, les plateformes de formation, l'intelligence artificielle et j'en passe. Fanon parlait de la décolonisation totale, pas symbolique, totale. Il savait que la libération ne se joue pas seulement dans les capitales africaines, mais aussi dans les circulations transatlantiques, dans les solidarités diasporiques, dans la capacité des peuples noirs à parler d'une seule voix sur plusieurs continents. Il nous revient d'en tracer les contours monétaires, institutionnels, culturels, stratégiques. Il nous revient de comprendre que la souveraineté africaine se construit à Dakar, certes, mais aussi à Bamako, à Bobo-Dioulasso, à Saint-Louis du Sénégal, à Trinidad, à Atlanta, à Salvador de Bahia, à Londres et à Johannesburg, et partout ailleurs. Elle se construit par les États, mais aussi par les diasporas, par les politiques publiques, mais aussi par les imaginaires, par les sciences, la culture, la mémoire et les luttes. Dans un monde en recomposition, la diaspora n'est pas un appendice, elle est une avant-garde. Vient ensuite un front majeur de notre émancipation, celui de l'économie de la dignité. Aucune dignité n'est possible sans souveraineté économique. Et aucune souveraineté économique n'est possible sans souveraineté monétaire. Ce n'est pas une équation théorique. Ce n'est pas une équation théorique. C'est la condition matérielle de l'émancipation que Fanon appelait déjà de ses voeux. Le franc CFA fut un instrument de stabilité, dit-on, mais surtout un instrument de contrôle, un outil conçu pour prolonger sous un vernis de coopération les réflexes de tutelle et de dépendance. Il a structuré nos politiques publiques, contraint nos stratégies, corseté nos ambitions, limité nos marges de manœuvre et, plus profondément encore, il a façonné nos imaginaires économiques. Il a installé l'idée qu'une monnaie africaine autonome serait un risque, un pari, voire même un luxe. Une monnaie servile ne produit qu'une mentalité servile.
La réforme inachevée. La réforme inachevée de l'ECO en est une autre. Une réforme annoncée pour tourner la page du CFA, mais qui, dans sa forme actuelle, n'auront véritablement qu'avec le symbole, pas encore avec la structure. Nous devons le dire avec franchise, changer de nom sans changer de logique n'est pas une révolution. C'est un rebranding de la dépendance. La bataille pour la monnaie africaine reste un front majeur. Un front politique, certes, mais aussi un front culturel et psychologique. Car une monnaie, ce n'est pas seulement du papier ou du code numérique. C'est la matérialisation du pouvoir d'un peuple, la traduction concrète de sa capacité à décider pour lui-même. La preuve qu'il accepte de compter sur ses forces, ses ressources, ses institutions, et non sur la protection paternaliste ou les arbitrages lointains de notre centre. Pour Fanon, la domination n'était jamais purement militaire ni administrative. Elle pénétrait les structures mentales, les habitudes de pensée, les réflexes de soumission intériorisés. La question monétaire en Afrique est précisément cela, particulièrement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Bref, en Afrique francophone. Un champ où se joue encore la lutte entre dépendance et désaliénation. Le combat il ne s'agit pas de claquer les doigts pour inventer une monnaie parfaite. Mais nous savons aussi que la prudence excessive, l'attentisme ou la peur des représailles des marchés sont souvent les autres noms de la résignation. La souveraineté monétaire n'est pas un isolement. C'est une capacité à choisir, à négocier d'égal à égal, à orienter son économie sans permission préalable, à investir dans ses priorités, la santé, l'agriculture, l'éducation, l'industrie, sans attendre que d'autres valident nos projets ou redessinent nos ambitions. C'est pourquoi nous devons ensemble reconstruire l'économie politique de la dignité. Une économie basée sur la maîtrise de nos ressources, la refondation de nos institutions financières, la fin des fuites de capitaux, la régulation de nos chaînes de valeur et l'affirmation d'un principe simple mais révolutionnaire, que nos peuples ne doivent plus être des variables d'ajustement dans l'ordre mondial. En vérité, tant que nous n'aurons pas conquis notre souveraineté monétaire, notre souveraineté économique restera sous condition et notre dignité restera négociable. Et cela, Fanon l'aurait refusé avec la plus grande fermeté. Et c'est ici que surgit une exigence fondamentale, notre responsabilité en tant que gouvernement africain dans l'histoire qui s'écrit. En tant que Premier ministre du Sénégal, je veux dire ceci, et devant vous, je veux le dire avec gravité, mais aussi avec une conviction inébranlable. Nous ne commémorons pas Frantz Fanon, nous le continuons. Nous ne sommes pas ici pour déposer des fleurs sur une mémoire figée. Nous sommes ici pour reprendre le flambeau, pour avancer là où il a dû s'arrêter, pour transformer un héritage en action, pour transformer une pensée en politique publique, pour transformer une indignation en institution. Lorsque nous avons refusé les pratiques politiques du passé, les arrangements obscurs, les manipulations institutionnelles, les calculs de cours qui prenaient le pas sur le bien commun, nous avons posé un premier acte fanonien, celui de dire non, enfin, à ce qui défigure l'État et trahit le peuple. Lorsque nous avons révélé la vérité sur les finances publiques, lorsque nous avons mis à nu les passifs cachés, les mensonges comptables, les dettes déguisées, les bilans maquillés, lorsque nous avons entamé le chantier de la réappropriation de nos ressources naturelles et celui de la fin de la prédation de nos ressources financières et budgétaires par les surfacturations et la corruption généralisée,
Lorsque nous avons refusé la politique du silence et de la façade, nous avons agi dans l'esprit de Frantz Fanon. Fanon qui disait que la domination commence toujours par la dissimulation et que la liberté commence toujours par la vérité. Lorsque nous avons engagé la lutte contre la dépendance économique, contre les accords qui brident, contre la présence militaire étrangère, contre les conditionnalités qui punissent, contre les mécanismes monétaires qui ligotent, nous avons rejoint le combat de Frantz Fanon. Lui qui affirmait que l'indépendance sans maîtrise de son économie n'est qu'un drapeau sans souveraineté. Lorsque nous avons défendu sans trembler la souveraineté de notre pays face aux pressions extérieures, face aux injonctions, face au chantage voilé ou explicite, lorsque nous avons affirmé que le Sénégal ne serait pas gouverné depuis l'extérieur, qu'il ne serait pas manœuvré par la peur des marchés, ni intimidé par les admonestations d'institutions qui ont trop souvent pris l'Afrique pour un laboratoire, alors nous avons fait plus qu'un geste politique. Nous avons restauré notre dignité nationale. Lorsque nous avons proclamé haut et fort notre droit à choisir nos alliances, nos partenariats, nos stratégies, nos amis et nos horizons. Lorsque nous avons dit que le Sénégal ne serait jamais l'appendice géopolitique de personne, nous avons prolongé le rêve fanonien d'une Afrique qui s'autodétermine, d'un continent qui ne quémande plus, qui ne s'excuse plus, mais qui assume pleinement sa place dans le monde. Oui, dans chacun de ses actes. Nous nous sommes inscrits dans la droite ligne du combat de voir. Fanon nous a appris à reconnaître ces élites qui se servent de l'État plutôt que de le servir. Celles qui transforment la fonction publique en rente. Celles qui s'inclinent devant l'étranger mais se redressent face au peuple. Celles qui parlent beaucoup et agissent peu. Fanon nous rappeler une exigence simple. Se méfier des gestionnaires de la dépendance et appeler des femmes et des hommes capables de rupture, d'intégrité et de courage. La sobriété dans l'exercice du pouvoir, la transparence dans la conduite des affaires publiques et la cohérence entre les paroles et les actes. Nous avons choisi ce triptyque simple mais exigeant, le djoub, le djoubel et le djoubanti, qui signifie droit, droiture et redressement. Droit dans notre rapport au peuple, droiture dans notre rapport à l'État, redressement dans notre rapport à l'histoire. Mais mesdames et messieurs, ce n'est là qu'un commencement. Car la souveraineté n'est jamais un acquis. Elle est un combat quotidien, une conquête lente, un effort sans cesse recommencer. Ce colloque doit nous aider à aller plus loin encore, plus loin dans la construction d'un État décolonisé, plus loin dans l'invention d'une économie souveraine, plus loin dans la reconquête mentale et culturelle, plus loin dans la refondation de nos institutions, plus loin dans la construction d'une Afrique qui cesse enfin d'être le terrain des autres pour devenir le théâtre de sa propre histoire. Et si Dakar accueille cette rencontre, c'est parce que Dakar ne veut pas seulement comprendre Fanon. Dakar veut l'accomplir. Mesdames et messieurs, le colloque qui s'ouvre n'est pas un séminaire savant. Il est un moment politique, un moment de respiration et d'audace pour l'Afrique. Nous sommes réunis pour poser une question simple. Comment achever ce que Fanon a commencé? En vérité, tant qu'il y aura des peuples humiliés, tant qu'il y aura des damnés de la terre, tant qu'il y aura un vent de domination qui souffle sur notre continent, Fanon restera vivant. Mais tant qu'il y aura une jeunesse debout, tant qu'il y aura des luttes de dignité, tant qu'il y aura un souffle d'espérance dans les rues de Dakar, de Banjul, de Ouagadougou, de Bamako, de Port-au-Prince,
alors son rêve d'une humanité nouvelle, libérée de ses chaînes anciennes, restera possible. C'est avec cette conviction, cette espérance, cette exigence que je déclare officiellement ouvert le colloque international du centenaire de Frantz Fanon. Je vous remercie de votre aimable attention.